Chers collègues, nous allons... Oui, 11h. Porte qui s'ouvre. Ah, il y a quand même un collègue. Très bien. Bonjour à tous. Nous poursuivons nos auditions ce matin avec des représentants des filières agricoles françaises en recevant M. Gilles Hutepin, vice-président de l'Association nationale interprofessionnelle de la volaille de chair en vol, et M. Yann Brice, directeur adjoint. Je remercie le collègue qui s'est joint à nous et honnêtement, je suis un peu étonné quand même que nous ne soyons pas plus nombreux parce que le sujet de la volaille, dont beaucoup de personnes et beaucoup de collègues aussi parlent, parfois un peu de tort et à travers, je pense aurait mérité que nous soyons un peu plus là. Mais c'est comme ça, nous sommes au moins 3 pour en discuter. Je vous remercie de vous être rendu disponible. Comme on nous l'a indiqué au cours de la table ronde sur la PAC et l'audition des représentants de France Agrimaire, la filière volaille française est soumise à une très forte concurrence mondiale et à des dépendances anciennes à différentes importations de production agricole comme le soja. On va donc pouvoir faire un point ce matin et vu comme nous sommes en format réduit, on pourra avoir je pense, des échanges assez dynamiques. Je dois vous rappeler que l'article 6 de l'ordonnance du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires impose aux personnes auditionnées par une commission d'enquête de prêter le serment de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Je vous invite tous les deux à lever la main droite et à dire « je le jure ». Je le jure. Je vous remercie. Je vous passe donc la parole, Monsieur le Vice-président, pour un propos introductif de 10 minutes. Merci beaucoup. Voilà. Bonjour à vous tous et Monsieur le Président, Monsieur les rapporteurs, merci beaucoup de nous recevoir. Merci beaucoup de parler de la souveraineté alimentaire parce que pour moi elle est fondamentale. Mais j'ai quand même un peu peur que tout du moins pour la volaille, nous ayons perdu depuis quelque temps notre souveraineté alimentaire et on va vous expliquer un petit peu pourquoi. On est très sensible aujourd'hui à l'énergie, aux éoliennes, chercher de par toutes les sortes d'énergie. Eh bien, moi je dirais que l'alimentation, c'est l'énergie du corps. Et si nous n'avons pas cette décision politique avec un grand P, comme l'entendaient les Grecs au sens de l'administration de la cité, et vous êtes les représentants de la nation à ce niveau-là, il va falloir qu'on prenne rapidement des décisions. Ce que je voudrais dire, vous le savez, nous avons été très à l'honneur, même pendant les débats de la présidentielle, puisque au débat, le président de la République actuelle et son opposante ont parlé de la volaille. Et j'ai vu que pendant le salon de l'agriculture, tout le monde parlait de la volaille. La volaille, c'est quoi aujourd'hui? C'est 50% d'importation, un poulet sur 2. Vous l'avez en page 2. Mais c'est surtout une perte de compétitivité régulière. En 2000, nous importions 25% de notre consommation. Je n'ai pas osé vous mettre le chiffre de 1990. 1990, c'est pas si vieux, même si ça fait déjà une trentaine d'années. C'était seulement 10%. 10% de la consommation. Aujourd'hui, on est à 50% de la consommation. Troisième slide que nous vous remettons, c'est qu'on voit que la consommation continue à augmenter pour différentes raisons. La volaille peu grasse, diététique, mais aussi sur les problèmes religieux n'a pas de tabou, contrairement à la viande de porc ou à d'autres viandes. Et on voit bien que la consommation augmente, que la production diminue, et surtout, ce qui est important, c'est que, et ça on en parlera sans doute dans la montée en gamme qu'on a voulu nous faire faire, vous avez sur le petit camembert en bas à droite, c'est que la volaille standard aujourd'hui, c'est 85%, c'est 85% de la consommation française. Et contrairement où c'était que 80% en 2018, et on voit qu'on a donc une perte de toutes les productions qui sont montées en gamme en termes de consommation. Alors, les raisons de cette perte de souveraineté, on va essayer de les développer. C'est le manque de compétitivité de la France, la volaille, une monnaie d'échange, la non-acceptabilité sociétale, les attaques régulières et fréquentes des ONG sur les méthodes de production, d'abattage et j'en passe et des meilleurs, conséquence des choix politiques et industriels, montée en gamme à marche forcée, alors que nous sommes déjà leaders du BEA, voulant dire bien-être animal, sur l'ensemble de l'Europe, avec plus de 20% de notre production.
Le manque de compétitivité, il est clair. Monsieur le Président de la République s'était inquiété qu'il fallait 3 à 4 ans pour monter une usine en France, une usine de production générale. Il faut plus de 4 à 5 ans aujourd'hui pour monter un bâtiment d'élevage. Je parle aussi bien en volaille qu'en porc, qu'en autre chose. Ensuite, on verra pourquoi, des taxes parafiscales supérieures à nos voisins, environ 11%, mais surtout un coût de l'heure, et notamment par rapport à la Pologne. Ce sont des chiffres qui ont été vérifiés, contrôlés entre des abattoirs ayant le même type que nous en Pologne. Ce ne sont pas des moyennes, c'est vraiment... Et on est à 9 € de l'heure, toutes charges comprises en Pologne, 26,50 € de l'heure. Simplement, pour vous donner un ordre d'idée, la France, c'est 12 à 14 millions de poulets par semaine. La Pologne, en 2000, c'était moins de 8. Aujourd'hui, ils vont franchir les 30 millions de poulets par semaine. C'est-à-dire que la France, ça va être 2,5 fois la production française. Je ne vous parle pas de la Hongrie et je ne vous parle pas de l'Ukraine, on en parlera. Manque de compétitivité, on ne va pas lire tous les textes. Je vous ai mis symboliquement le petit schéma à droite, votre dossier d'installation classé, mode d'emploi. Mais attendez, c'est un parcours du combattant. Sur la slide, bien sûr, on a les directives européennes, mais on a des arrêtés de biosécurité et on a les enquêtes publiques françaises. Parfois, les éleveurs, les agriculteurs, ou même nous, dans le métier de la volaille, on dit c'est pire que de construire une centrale nucléaire. Enfin, ça devient des enquêtes et tout. Et là, on a des propositions à vous faire. Le manque de compétitivité, comment ça chiffre? On vous a pris simplement le prix moyen du filet de poulet en 2023. Au Brésil, il arrive en France. Alors, il n'arrive pas en France. Il arrive sur les ports, plus le transport. J'en expliquerai à 3,10 €. Le polonais, l'ukrainien, 3,30 €. L'européen de 3,50 à 5,50. Le prix de revient français, 5,80. Et toute notre montée en gamme, on est à 20 à 30 € du kilo. La ligne importante, et pour moi elle est en bas, savoir combien les Français dépensent par jour pour se nourrir. Ce n'est jamais abordé dans les débats politiques ou même sur les plateaux de télévision. Il faut tous qu'on ait bien conscience que chaque Français, de moyenne, a entre 9 et 11 € à dépenser par jour pour le petit déjeuner, le dîner. Et ça pose une des questions que vous, qui êtes élus, vous le savez pour certains, qui avaient des gestions de restauration hors domicile, scolaire ou universitaire et tout, c'est que tout le monde, on ne peut pas nourrir la France, malheureusement, que de bio ou de label et ainsi de suite. Et c'est bien là le drame que nous avons aujourd'hui. Le manque de compétitivité, il vient aussi par les élevages. Là, on vous a mis des photos, parce que je trouve que c'est assez parlant, d'élevage français, avec des ouvertures des fenêtres, le bien-être animal, du plein air, un élevage moyen qui est aux alentours de 2000-2200 mètres carrés. Le slide d'après, on vous a mis les fermes polonaises et ukrainiennes, par exemple. Et là, on a un vrai problème, il faut qu'on en parle. C'est qu'est-ce qu'un bâtiment industriel? On monte une usine à poulets à côté de chez moi. Qu'est-ce qu'on peut faire? Une usine à poulets à côté de chez moi, c'est 40 000 poulets. Par 7 bandes, ça va faire 280 000 poulets. Là, une ferme, comme vous voyez, de Thaïlande, polonaise, ukrainienne, c'est 1 800 000 poulets par lot. Multiplié par 7 lots, c'est plus de 11 millions, c'est-à-dire l'équivalent d'une production d'une semaine mise sur une ferme, en Pologne ou en Ukraine. En bas à droite, simplement pour le fun, pour nos collègues du port, on vous a mis la photo de l'usine chinoise de 600 000 porcs que vous devez connaître. Alors, c'est symptomatique ce qu'on vous met, mais c'est bien pour vous montrer le choc de culture qu'il y a entre nos concitoyens qui imaginent, alors je voudrais faire de la publicité pour personne, mais Martine à la ferme, d'un côté, tout du moins mes sœurs, à l'époque, lycée Martine FM, voilà, et la réalité économique aujourd'hui. Ensuite, la volaille, monnaie d'échange. Oui, nous en avons un petit peu
l'expression n'est pas très jolie, mais ras-le-bol, de voir à chaque fois qu'un commissaire européen va dans d'autres pays hors de l'Union européenne nous ramener dans ses valises des cuisses ou des filets de poulet. Je prends pour exemple les derniers accords. Je rappelle que sur le Mercosur, aujourd'hui, nous avons 500 000 tonnes de droits dans les 1 million de tonnes. On est en train de discuter pour 180 000 tonnes. Au milieu, c'est le Chili. C'est des données annuelles, c'est quoi Ça, c'est des données annuelles d'importation. Annuelles, quotas offerts par l'Europe à droit réduit. Alors, oui, qu'on s'explique bien. L'Europe importe aujourd'hui 50 000 tonnes de porc à droit réduit. Ils sont en train de négocier avec le Mercosur plus 35 000 tonnes. Le bovin, plus 350 000 tonnes. Ils sont en train de négocier avec le Mercosur plus 80 000 tonnes. La volaille, on parle de plus 120 000 tonnes. On reprend l'exemple. Aujourd'hui, le Mercosur, c'est 500 000 tonnes. On rediscute pour 180 000 tonnes, ce qui ferait 680 000 tonnes. Au milieu, le Chili, où on a échangé notre accord contre des terres rares. Nous dit-on. C'est plus 18 000 tonnes sur une base déjà de 22 000 tonnes. À droite, c'est l'Ukraine. L'Ukraine, on avait un quota autorisé historique de 90 000 tonnes. On est en train de nous en remettre pour 120 000 tonnes de plus, ce qui fera 210 000 tonnes, pour bien que les chiffres soient clairs. On a la non-acceptabilité sociétale, un modèle familial à l'opposé des fermes-usines. C'est ce que je disais. Et on a, en France, et je suis pour la liberté de la presse, il n'y a pas de souci, mais une partie de la presse à charge, avec des relais médiatiques négatifs par des influenceurs, célébrités militantes. On vous a mis les derniers, où on a par exemple M. Nagui et M. Hugo Clément qui font des protestations qui se mettent avec des volailles mortes dans les mains. Un agriculteur qui veut développer une ferme-usine dans la Drôme, c'est 1 million de poulets. C'est pas 1 million de poulets, il reconstruit. Et on en a besoin pour notre compétitivité. 1 million de poulets par an, divisé par 7 bandes, puisqu'il y a 7 rotations, c'est aux alentours de 130, 140 000. C'est 4 000 mètres carrés, c'est rien. Enfin, par rapport à l'échelle mondiale, ce qui se passe au Brésil et tout, c'est à proportion. Ou projet d'usine géante. Voilà. Alors, ces attaques régulières, c'est le slide après, et fréquentes des ONG sur les méthodes de production-battage, on les a pour des entreprises, Duc, LDC, Poulet, Dinde. C'est un vrai traumatisme pour les éleveurs. Moi, je veux vous dire que je connais, j'ai vu, j'ai été visité après leur passage à ces associations chez les éleveurs. Ils entrent et au nom du droit d'alerte, au nom des lanceurs d'alerte, on se permet de mettre des caméras, on se permet de faire certaines choses qui sont inacceptables. Qu'il y ait des lanceurs d'alerte, tout à fait d'accord, mais qu'on respecte au moins le droit français. Alors, au nom de ce fameux lanceur d'alerte, on a le droit de rentrer dans des exploitations. La promotion du véganisme et de la fin de l'élevage, pour moi, c'est un risque. C'est un danger pour la santé humaine. Je pense que là, les élus de la République doivent s'en prendre. Là, on le sait, les médecins le disent, qu'il y ait des gens qui veulent être véganes. C'est leur droit, je le respecte tout à fait. Mais qu'on prône ça aujourd'hui comme une santé, on interdit bien aujourd'hui, on n'interdit pas de fumer, mais on dit le tabac représente un danger. Moi, le véganisme, ça représente un danger pour la santé humaine. Je ne suis pas médecin, c'est ce que les médecins disent. Et puis, on a ces fameux lanceurs d'alerte sans preuve, sans argument. La loi réprime pas les fake news, sentiment d'impunité. Et sincèrement, au niveau des agriculteurs, même au niveau des salariés des abattoirs, alors, est-ce que toute la profession est clean ? Bien sûr que non. Mais au niveau des salariés des abattoirs, des directions, des gens qui travaillent, dont c'est le métier, et on a une certaine fierté d'être producteur français de son produit, c'est normal, voilà. Eh bien, on le vit mal. Enfin, nous n'avons, à l'instant présent, à ma connaissance, aucune attaque contre les volailles importées. Les modes de production, ça ne les concerne pas du tout. Faire venir du poulet brésilien, ou du ukrainien, ou du polonais, ou du thaïlandais, qui a été produit dans les conditions que je vous ai montrées, ça ne pose aucun souci à personne. Donc il va falloir aussi que les élus de la République se penchent à leur niveau sur l'agribashing. Sachez quand même que la France, c'est le leader du BEA. BEA, je rappelle, bien-être animal. Répartition de la production, engagement, baisse des antibiotiques.
Là, je pourrais vous en dire 2 mots sur les antibiotiques. En France, en 10 ans, l'ensemble de la profession a réduit de 80% ses consommations. Il y a eu un travail énorme de fait, bien fait d'ailleurs, et grâce aussi à la pression du consommateur et tout. Aujourd'hui, dans certains pays, vous avez systématiquement 3 traitements par l'eau de volaille. 3 traitements. Ça ne pose aucun problème sur les volailles importées. Aucune exigence contrainte sur l'import et aucune clause miroir. Je rappelle que nous sommes très attachés à la clause miroir, qui n'est pas la clause équivalente. Parce que dans les accords, on nous dit « Ah, mais c'est équivalent ». Non, nous demandons une clause miroir. Une clause miroir veut bien dire ce que c'est. Quand on se regarde le matin dans un miroir, eh ben, on est produit, c'est le même. Donc c'est les mêmes normes de production. Alors, la solution. On a des propositions à vous faire et on pourra en discuter puis bien sûr développer. C'est la révolution et c'est ce qu'on propose parce que le gouvernement s'est déjà penché là-dessus sur réduire les possibilités, les temps de recours et la géographie. Qu'est-ce qu'on veut dire par la géographie? Aujourd'hui, une association à Marseille peut très bien porter plainte contre un projet de volaille à Brest. Alors, pas à Brest même, mais dans la région de Brest. Attendez, il y a un moment, il faut arrêter ça. Je veux bien que chacun ait la liberté. Ils sont très organisés. Mettre fin aux surréglementations Union européenne, ça, c'est pas vous, c'est ce qui se passe à Bruxelles. On a l'exemple frappant de l'ICPE. Hein. Vous avez vu qu'à 7 voix près, c'est passé. Pourquoi? Parce qu'on a mélangé la contrainte agricole avec la contrainte industrielle, notamment sur les rejets de carbone, qu'on scinde ça. Un certain nombre de députés européens nous l'avaient promis. On a pu constater qu'ils avaient voté malgré ça pour, parce qu'il y a eu des consignes des partis politiques européens. Nous, on est un peu contre. Maintenir la diversité française, nous sommes le seul pays où nous avons en même temps de la dinde, de la pintade, du canard, de la caille et du pigeon. Si ça continue comme ça, dans moins de 5 ans, ça sera comme en Suisse, ça sera des productions de musées. Nous aurons plus de caille, de pigeon, de canard, de pintade. On chute à une vitesse grand V. Plus de transparence auprès du consommateur, étiquetage de l'origine. Je pense qu'on va redévelopper sur l'étiquetage de l'origine. Il y a le scandale ukrainien, qui a donc des usines en Europe. Ils exportent à partir de l'Ukraine sur leurs usines européennes du filet de poulet. Qu'est-ce que c'est? Mais du filet de poulet sur bateau. Vous voyez, le bateau, c'est la vente du filet de poulet. Les filets de poulet sont levés sur des chaînes de production en Hollande. Stampfel hollandais. Attendez, il faut que ça s'arrête, ça. Il y a un moment, on ne peut pas avoir sans arrêt ça. Du moment qu'il y ait une légère transformation en France, filet de poulet brésilien. Parce que les consommateurs, les associations nous disent, mais on ne trouve pas en magasin, on trouve que toujours de l'union origine UE ou origine hors UE. Mais il faut qu'on arrête l'origine, la nomenclature origine UE ou hors UE. C'est de Thaïlande, c'est du Brésil. On n'est pas là pour réprimer le commerce mondial. On en a besoin du commerce mondial. Mais on est là pour dire aux consommateurs, voilà le choix que vous avez à faire. Moratoire sur les ALE. Les accords de libre-échange. Accords de libre-échange. Je crois que ça, c'est la grande tendance qui est en train de se passer actuellement. Clause miroir et renforcement des contrôles sur les accords existants. J'ai eu l'occasion de parler avec des commissaires européens à l'agriculture. J'ai eu l'occasion de parler avec les ministres de l'agriculture qui se sont passés. Tout le monde nous dit on n'a pas les moyens de. En clair, on a fait l'Europe, et c'est une très belle chose de faire l'Europe. Je suis un pro-européen. On a supprimé les frontières, on a effacé les accords de Schengen, mais on ne s'est pas donné les moyens de contrôler. Exemple, dernier scandale qui a été chiffré, qui a été fait il y a 3-4 ans sur le port de Rotterdam, 25%, entre 20 et 25, pour être précis, des filets de poulet brésiliens étaient salmonellés. Et on ne fait rien. Et puis, besoin du soutien moral des politiques et du gouvernement. La filière se mobilise pour lutter contre les importations. Arrêt des empilements, c'est ce qu'on vient de dire. Renforcer l'information et les contrôles afin que l'étiquetage soit mis en œuvre
15% des restaurants respectent l'obligation Monsieur légale. le Président, je vais vous demander de conclure parce qu'on est déjà à 18 minutes et puis en plus vous avez une contrainte horaire, vous m'avez dit, pour qu'on puisse avoir... Bon, les derniers points, on pourra en parler, si vous allez voir, c'est ce que nous propose. Empêcher de nouveaux contingents d'importation, inclure des causes miroirs, faciliter le dialogue avec la société. On est en train de demander un recensement des projets bloqués par les interprofessions, limiter les possibilités de recours devant les tribunaux administratifs, on en a accompagné les investissements en fonction des débouchés réels et non selon les dogmes. Là, c'est le conventionnel. Sachez quand même, en 30 secondes, on a une catastrophe sur le bio et sur le label. On a des paquets d'éleveurs qui sont vides actuellement. On ne sait pas quoi en faire parce qu'on les a fait monter en gamme. Aujourd'hui, ça s'est recassé la figure. Plus personne n'achète du bio et tout parce que trop cher, trop élevé. N'oubliez jamais mes 9 à 11 euros par jour de moyenne de dépenses. Voilà. Merci. Merci, Monsieur le Président. De toute façon, on va poursuivre le débat. Alors moi, je vous remercie pour cette présentation claire. Et moi, j'ai quelques questions à vous poser. D'abord, sur première question sur le sujet du libre-échange, parce que vous avez terminé par là. Donc, vous dites dans votre présentation qu'il y a 1 million de tonnes de volailles, en gros, qui sont concernées par les accords de libre-échange que passe l'Union européenne. Hein, puisque oui, pour l'instant. Ouais, pour l'instant. On va passer à 1,2 million. Que passe l'Union européenne. Bon, je renvoie quand même tout le monde à ce qu'a dit le président de la République il y a quelques heures sur le Mercosur. Je pense que la position est claire s'il fallait encore la clarifier. Moi, je suis allé chercher une autre donnée parce que je pense qu'il faut qu'on la mette aussi en perspective et ça m'intéresse de voir comment vous réagissez à ça. Moi, j'ai trouvé comme donnée que les exportations de l'Union européenne en matière de volaille sont autour de 2,3 millions de tonnes. Donc, si je fais... Là, je parle en tonnes. Hein. Donc, en fait, si on fait le delta, dans le commerce international, l'Union européenne exporte davantage qu'elle n'importe de volailles. Donc là, je me place à l'échelon européen. Donc, on peut considérer, si on se base sur cette donnée, qu'en réalité, l'Union européenne, bien sûr, a passé des accords pour faire entrer un certain nombre de produits de volailles, mais qu'elle en exporte en fait plus de 2 fois plus. Donc, on pourrait dire que l'Union a plutôt bien négocié ces accords de libre-échange de cette façon-là. Bonne question, mais Monsieur le Président, je me permettrai après cette audition de vous faire envoyer les éléments. Je n'ai pas 2 300 000 tonnes, pour moi c'est 1 million de tonnes. Sauf que 1 million de tonnes d'export, c'est quoi chez nous? C'est tous les sous-produits. Les croupions de poulet, les croupions de dinde, que nous ne consommons pas, qui sont exportés sur l'Afrique. Et d'ailleurs, certaines ONG s'en inquiètent. C'est des pâtes de poulet sur la Chine, puisqu'ils sont friands de pâtes de poulet. Donc, on n'a pas du tout la même valeur. Et on pourra vous donner la meilleure moyenne d'exportation et la valeur moyenne d'importation. Troisièmement, sur l'importation et l'Union européenne, nous, on ne souhaite pas l'arrêt de l'importation. On n'est pas là pour... Ce qu'on souhaite, c'est l'arrêt systématique de la volaille comme monnaie d'échange. Regardez nos collègues du porc, regardez nos collègues du bovin. Et ensuite, qu'est-ce qu'on importe? On importe surtout du filet de poulet. On importe surtout du filet de poulet pour mettre dans les sandwichs et ainsi de suite. Et encore, là, je vais vous repréciser, c'est pas la grande distribution qui joue. Bon, elle a tendance à importer aussi un peu. Mais c'est pas... nous, dans la volaille, on tape pas sur la grande distribution. C'est toute l'élaboration de production. Tous les jambons, des knacks et ainsi de suite, qui sont faits avec des viandes importées. Donc, je m'excuse, Monsieur le Président, mais je vais vous contester vos chiffres de 2,3 millions. Je vais vous les refaire vérifier. Pour moi, c'est 1 million, 1 million. Un peu plus d'un million. Oui. Un peu plus d'1 million, moi, c'était équivalent. Mais pas du tout la même valeur et tout. Enfin, dernier point, je vous dis, nous, on veut l'arrêt de cette augmentation. On ne dit pas l'arrêt des importations. Mais voilà. Bon, pendant la discussion, moi, je vais aller revoir les chiffres, mais on les confrontera. Là aussi, sur le sujet de la production,
Alors là, j'essaye un peu de raisonner sur les deux niveaux, le niveau national et le niveau européen. Donc, ce que disent les chiffres de France Agrimaire, du rapport qu'ils ont fait récemment sur la souveraineté alimentaire. Donc, en fait, la production de volailles a augmenté en France. Elle a augmenté de 12% entre la période 2009-2011 et la période 2019-2021. La difficulté, mais je crois que vous l'avez dit au début, c'est qu'en fait, on a eu une explosion de la consommation. Et donc, c'est la production nationale qui n'a pas suivi l'augmentation de la consommation. Et puis, vous avez donné des raisons à ça, des raisons diététiques, religieuses. Enfin, il y a plein de facteurs qui le disent. Ce que je trouve intéressant, c'est quand on le met au regard des chiffres européens, parce que le même rapport de France Agrimaire montre que le taux d'auto-approvisionnement de l'Union européenne sur le sujet de la volaille est en fait de 112%. Donc à l'échelon européen, on est en fait même au-delà de l'autosuffisance sur le sujet de la volaille. Donc en fait, là, ça montre ce qui se passe en agriculture française, c'est qu'il y a eu des mouvements en fait, de spécialisation, c'est-à-dire où il y a des productions qui se sont renforcées, alors céréales et ailleurs, enfin on les auditionnera cet après-midi, mais en fait d'autres productions où ça n'a pas forcément suivi. Et d'une certaine façon, on importe en fait une grande partie de cette volaille. Enfin, alors du coup, ça m'intéresse de savoir quels sont nos principaux pays d'importation, parce qu'en fait, on pourrait en faire la déduction que ça vient essentiellement du reste du marché européen. Est-ce que c'est le cas ou pas? Alors, première chose, et là, vous posez le cœur du problème, c'est est-ce qu'on doit assurer la souveraineté alimentaire de la France ou la souveraineté alimentaire de l'Europe? C'est là le problème de fond. C'est tout à fait la vraie question. Si on nous dit on assure la souveraineté alimentaire de l'Europe, stop, on ne produit plus en France ou très peu, et puis nous-mêmes, on va dire à certains de nos éleveurs ou fils d'éleveurs, bah, vous allez en Pologne, vous allez en Hongrie, vous allez en Roumanie, parce que là-bas, ça continue à construire. Donc ça, c'est la première. C'est donc une vraie question politique, d'orientation et tout. Ça, c'est la première chose. Après, votre question, elle est bonne sur, on va en faire en déduction, sauf qu'on ne peut pas voir. Quand vous prenez les chiffres purs Ukraine, quand vous prenez les chiffres purs Ukraine ou purs Brésil sur la France, mais vous dites, attendez, ce que le vice-président de l'Envol est en train de me raconter, ce n'est pas les chiffres. Non, sauf que ça passe. Dès que c'est à Rotterdam, dès que c'est en Slovénie, puisque MHP, qui est le grand groupe appartenant à l'oligarque qui fait 90% des exportations d'Ukraine, dès que ça passe en Slovénie, ça l'estampille Slovénie. C'est là qu'on a un vrai problème. Donc sur la France pure, on n'a pas trop d'importations, Brésil, Thaïlande, Ukraine, mais on les a réellement. Par contre, tout le reste, c'est principalement de l'Europe. L'Europe, c'est quoi? C'est Hollande, Belgique en numéro 1. Et là, or, imaginez que, je vous ai dit que nous produisions de 12 à 14 millions de poulets semaine. La Hollande, c'est 8 millions de poulets semaine. Comment voulez-vous, avec 8 millions de poulets semaine, qu'ils envahissent le marché français? Donc on voit bien qu'ils exportent plus qu'ils produisent. Donc là, il y a un vrai problème de flux. C'est pour ça que nous sommes alertés auprès du commissaire européen à l'agriculture, c'est-à-dire arrêtez, tracer surtout. On essaie, par exemple, pour l'argent, avec Tracfin, de voir si ça vient de tel pays à tel pays, et sur le poulet, on n'y arrive pas. Et à un moment, il faut qu'on soit cohérent. Et donc, c'est ce qu'on leur demande. Donc, votre question, elle est bonne, je ne peux pas y répondre. Vous avez dit Pays-Bas, Belgique. Pays-Bas, Belgique, Pologne. Pologne, ouais. D'accord. Pays-Bas, Belgique, Pologne. Slovénie qui monte. Ouais. Beaucoup actuellement. D'accord. Pas d'Italie. Si, des échanges communs entre la France et l'Espagne, entre la France et l'Italie, l'Italie et la France. Mais c'est normal, ça, si vous voulez. Non, mais en tout cas, les gros pays, c'est Pays-Bas, Belgique, Pologne et puis Slovénie. Et voilà. Et maintenant, Slovénie qui monte. Oui, alors la Roumanie, elle commence parce qu'elle n'est pas très loin de l'Ukraine. Et en plus, elle a la Moldavie qui commence à lui refiler du poulet. Okay. Mais eux, ils vont plutôt sur la Grèce. Ok, moi j'ai une dernière question, je me bornerai à 3 pour le moment. Du coup, là, c'est la question inverse, juste pour un peu quand même... Parce que néanmoins, alors le ratio est négatif et
Je ne suis pas en train de dire que tout va bien dans la filière volaille française. Hein. Pour le coup, je crois que ça a été maintenant très clairement identifié comme étant l'une des filières où il y a des questions qui se posent. Néanmoins, même si nos ratios sont plutôt négatifs, nous continuons à exporter. Alors là, les exportations, pour le coup, elles sont en baisse, ce qui semble logique avec tout ce qu'on raconte. Juste, c'est quoi les principaux pays d'exportation que nous avons ? Nous avions une spécificité française qui a défrayé la chronique, qui s'appelait le groupe Doux, Tilly et ainsi de suite, vous savez, qui faisait du poulet export, ce qu'on appelle, c'est-à-dire c'est un petit poulet qui allait sur le Moyen-Orient, où nous étions les leaders devant le Brésil, devant les États-Unis, je vous parle de ça il y a 20-30 ans. Aujourd'hui, le principal exportateur de volailles entières, aujourd'hui, c'est le groupe France Poultry, qui appartient, après le dépôt de bilan de Doux, il y a eu une reprise par des Saoudiens, le groupe Al Munajen, qui est un groupe coté, voilà. Donc ça, c'est lui qui exporte principalement le petit poulet, et donc ils ont connu des vicissitudes l'année dernière. Bon, cette année, ça va un peu mieux, ils réexportent sur l'Arabie Saoudite. Ouais. D'ailleurs, le groupe LDC est en partenariat en amont, qu'on avait demandé à ce moment-là, on nous avait demandé à l'élément que la France trouve une solution pour tamponner les emplois, mais aussi 350 ou 400 éleveurs qui se retrouvaient au tapis. Donc voilà. Le reste, après, c'est des spécificités comme du filet de canard sur le Japon. Voilà. Mais c'est des petits marchés. Sur l'Angleterre, je rappelle quand même qu'actuellement, on a un gros problème, c'est que l'Angleterre vient de se fermer, dû à la vaccination, alors que les Anglais nous avaient juré, promis. La perfide Albion n'a pas changé. Vous avez juré, promis qu'avec la vaccination, il y avait eu un bon boulot de la part du gouvernement sur ce qu'on a appelé la politique sanitaire de la France pour l'expliquer et ainsi de suite. Sur l'Angleterre, les Anglais avaient dit « je ne bouge pas », tac, clac, ils viennent de couper. Là, je peux vous dire que c'est les Hongrois, les Polonais, les Chinois, tout rebalance et ainsi de suite. Un simple exemple, ça ne fait pas de bruit. Les Chinois, c'était l'année dernière, il y a 2-3 ans, 10 000 tonnes de canards. Cette année, c'est 25 000 tonnes. Et ils n'ont pas, eux, pourquoi ? Parce que le canard en Chine va mal. Et ils ont poussé du canard sur l'Europe. Alors, là, l'Europe n'y est pour rien, hein, puisqu'ils payent les droits, les taxes à l'entrée, les Chinois. Hein. Mais ils y vont, ils veulent prendre des positions sur le canard en Europe. On pense que c'est du dégagement de marché. J'espère, ça c'est moi qui le dis seulement, que ce n'est pas une politique volontaire par rapport aux canards et à leur sélection de canards qu'ils sont en train de faire en Chine, où ils sont en train de couper la sélection française. Donc du coup, c'est essentiellement Arabie Saoudite, oui. On va dire en volume. Pour nous, en volume, en beau volume, c'est l'Arabie, en volume noble, de volaille noble. Le reste, c'est que des sous-produits, coproduits. Mais voilà, donc dans les principaux pays, c'est Arabie Saoudite, il n'y en a pas d'autres. Notre premier client, c'est l'Arabie Saoudite hors Europe. C'est l'Arabie Saoudite. En pays tiers, c'est principalement l'Arabie Saoudite. Ok. Et hors Europe, et en Europe En Europe, c'est les échanges intracommunautaires. On exportait beaucoup de canards de la France sur l'Allemagne, à peu près 25% de notre production. Aujourd'hui, ça continue. Mais nous exportions à peu près de 5 à 10% de notre production de canards sur l'Angleterre. C'est arrêté pour le moment. Ouais. Après, c'est des échanges communs, mais on reçoit des produits allemands. Mais ça me paraît... des produits élaborés allemands, ou ainsi de suite, ça me paraît normal. Ça, c'est des échanges intra-européens comme on a connu. Très bien. Et puis, ils produisent aussi avec des conditions pour l'Allemagne, l'Italie ou l'Espagne, des conditions salariales peut-être inférieures, mais les uns ont des avantages, et tout le monde a des avantages et des inconvénients. Voilà. Ok. Monsieur le rapporteur. J'ai un certain nombre de questions, mais vous avez déjà dit beaucoup de choses. Est-ce que vous pourriez préciser sur les exportations, quelle est la part des sous-produits et quelle est la part des produits nobles ? Si vous avez une idée de ça. Si je considère comme produits nobles le filet, les cuisses, les hautes cuisses et les pilons. Alors, ce qui est devenu un produit noble aujourd'hui, c'est les ailes, puisqu'on mange énormément de wings. Voilà. Influencé sans doute par les Américains. Voilà. Ça, je n'ai pas les volumes en tête, mais on va pouvoir vous les fournir précisément. Non, ce qu'on exporte surtout sur pays tiers,
c'est du poulet entier et le reste, c'est les sous-produits. Ce que j'appelle, c'est des croupions de dinde, c'est des pilons de dinde, c'est de la viande séparée mécaniquement, c'est-à-dire du grattage des petites viandes, ce qu'on appelle sur les carcasses, qui sont utilisées par des pays qui font avec des saucisses et ainsi de suite à pas cher. Je vous prends par exemple un exemple. Sur l'Afrique, on exporte des knacks de volaille, mais fait avec une composition où vous avez des taux de calcium, par exemple, assez élevés. Voilà, mais parce que le prix n'est pas cher. C'est du 1 euro, 1,50 € le kilo. Et les pâtes. Là, les pâtes, c'est plutôt la Chine et toute l'Asie. Il manque de pâtes. Voilà. Je continue. Donc, enfin, c'est vraiment un point important et il faudra, s'il vous plaît, nous le préciser parce que quand on reprend les chiffres de François Grimer, il y a la tentation de prendre simplement que la première colonne sur le taux d'auto-approvisionnement. On voit que la production par rapport à la consommation, c'est un peu plus de 80%. Donc on essaie de se rassurer avec ça, mais ce qui serait vraiment intéressant, c'est que vous nous ventiliez en fait la part des sous-produits, c'est-à-dire la part de la production qui n'est pas adaptée à la consommation française. C'est ça le. Mais enfin, vous aurez l'occasion de. Oui, j'ai l'occasion, mais ça on peut vous tenir les tableaux pour ça. Très bien, je vous remercie. Sur la question de sur la concurrence étrangère, vous nous avez dit qu'il y a déjà un quota de 90 000 tonnes avec l'Ukraine qui est déjà ouvert avant la guerre. Et vous connaissez les raisons de ce quota ou pas ? C'était un accord, alors je ne sais pas pourquoi on l'avait passé, c'était au moment de 2014, je crois, avec le problème de la Crimée. On avait déjà dit on va aider l'Ukraine. Je crois que ça date, c'est ça, l'origine, voilà. Donc c'était 90 000 tonnes. Et nous, ce que nous redemandons là, c'est qu'aujourd'hui, on passe à 140, 150 000 tonnes, mais qu'on n'aille pas à 220 000 tonnes, 230 000 tonnes, c'est parti. Voilà. Et je vois d'ailleurs que nos collègues polonais, hongrois, roumains sont vent debout par rapport à ça, comme vous l'avez pu le voir récemment dans la presse. Entendu. Alors, vous nous avez dit tout à l'heure, il y a quand même une prise de conscience sur les traités de libre-échange. Bon, je constate quand même que le traité de libre-échange avec le Chili a été quand même approuvé récemment, donc ça continue. Alors sur le Mercosur, effectivement, il y a discussion, mais sur le Chili, même si c'est pas des quantités extraordinaires, on continue. Est-ce que vous pourriez nous préciser sur cette question on parle beaucoup des traités de libre-échange, mais les importations, c'est seulement par les traités de libre-échange, ou est-ce qu'il y a aussi des importations hors traités de libre-échange avec les règles de l'OMC normales? Quelles sont les protections douanières qui sont actuellement en place? Est-ce qu'elles sont efficaces? Voilà. Alors, les traités de libre-échange qui ont été passés, je rappelle, et l'histoire du Mercosur, elle remonte quand même à, si ma mémoire à bord, une dizaine d'années, je crois. Ça fait 10 ans qu'on discute avec le Mercosur. Ça fait 24 ans. Oui, mais c'était du temps de Mme Merkel. Hein, je rappelle que Mme Merkel... Ouais, oui, peut-être. Oui, le temps passe vite. Peut-être. Oui. Donc, Mme Merkel avait négocié ces usines de voitures et c'était remonté avec de la volaille. Donc voilà, à chaque fois, ça a été échangé, comme le Chili, vous l'avez rappelé, avec les terres rares. On a essayé d'importer, d'échanger. Donc, là-dessus, ça c'est clair. Après, oui, il y a des petites productions spécifiques, mais pas énormément, qui viennent hors taux réduit. Et les taux réduits sont discutés chaque fois au niveau de Bruxelles, en fonction des accords. Si vous voulez, et vous le savez bien, au niveau géopolitique, on a eu un problème avec l'arrêt des accords de l'OMC. L'OMC a explosé, plus ou moins. Et aujourd'hui, on passe des accords de zone à zone. C'est bien ça aujourd'hui qu'on a passé des accords avec le Canada, on a passé des accords avec l'Amérique du Sud. On n'a plus cette vue globale qu'on avait dans les années 2000, le dernier round de l'OMC, 2008, je crois, voilà, où là, on avait une vue globale.
Comme on a des accords zone à zone, ben c'est aujourd'hui la bagarre en fonction des pays, des zones et ainsi de suite. Et les accords sur le Mercosur ou le CETA avec le Canada, nous, on n'est pas trop touchés en volaille, parce qu'ils ne sont pas du tout performants en poulet. Hein. Les Canadiens, dans le grand franc là-haut, même si ça doit se réchauffer aussi. Voilà, donc on n'est pas, mais je sais que nos collègues du bovin et ainsi de suite sont... Je voudrais qu'on reprécise la position de l'Association nationale de la volaille, l'Interpro Volaille, sur les accords de libre-échange. Nous ne sommes pas contre les accords de libre-échange. La seule chose, c'est qu'on dit stop. Par exemple, si on nous explique qu'il faut aider l'Ukraine compte tenu du problème géopolitique avec M. Poutine. Moi, je suis prêt à recevoir 250 000 tonnes de poulet ukrainien de la part de M. Zelensky. Mais dans le même temps, on nous dit, ben, écoutez, nos amis brésiliens, M. Lula, ben, votre quota de 500 000 tonnes, on le descend, j'exagère, je caricature, à 250 000 tonnes. Si on a une balance en permanence entre les zones d'accord, pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais là, on nous en met une couche, puis une autre couche, et à chaque fois, on a l'impression, et Monsieur le Président, vous avez posé la bonne question tout à l'heure, c'est quoi notre souveraineté alimentaire française? On répond à cette question, et nous, après, on va caler. Nous, on a besoin de votre part, vous qui représentez les citoyens, de vision. C'est quoi notre vision? Et le problème que l'on a aujourd'hui, c'est qu'on n'a pas le même temps entre monter des poulaillers d'élevage, monter des reproductrices. Par exemple, pour faire un poussin, c'est des reproductrices qui ont 18 mois, tant qu'elles pondent, et ainsi de suite. Enfin, 6 mois d'élevage de poulettes, puis remonter, et ainsi de suite. La couvage, et ainsi de suite. C'est un temps long. Alors, je sais qu'aujourd'hui, on est tous au temps de nos téléphones, mais voilà. Donc, on a besoin de ça. Or, aujourd'hui, ça explique en partie, je ne pourrais pas faire de politique à votre place, la crise avicole et agricole. C'est quoi notre problème aujourd'hui qu'on a avec nos éleveurs, avec nos entreprises, et ainsi de suite? C'est qu'on nous a dit dans les années 80, 70, 80, 60, 70, vous produisez plus, il faut produire. Après, on nous a dit, il faut produire moins. Puis après, on nous a dit, vous produisez comme des sagouins. Et puis après, on nous a dit, il faut monter en gamme. Sauf que ce temps-là, on n'arrive pas à s'adapter. Et aujourd'hui, on a un vrai problème de fond. Sur la question de la souveraineté alimentaire, c'est un vrai sujet, à la fois sur... alors, on sent que dans les discours, il y a une prise de conscience sur le sujet. Après, on voit, et nous avons vu dans les premières auditions de cette commission d'enquête, qu'il y a quand même une difficulté à la définir. Qu'est-ce que c'est que la souveraineté alimentaire? Est-ce que c'est maîtriser les dépenses, les importations? Est-ce que c'est la capacité de pouvoir produire soi-même? Et puis il y a la question que vous avez abordée tout à l'heure sur le périmètre. C'est-à-dire est-ce qu'on réfléchit à une souveraineté au niveau européen? Donc vous avez un peu répondu en disant que c'est un problème politique, comme si ça devait être peut-être la réponse devait venir de notre part, mais j'aimerais quand même entendre la réponse de la profession. Est-ce qu'aujourd'hui la filière française est prête à accepter, si vous voulez, qu'on soit aussi vague à la fois sur la notion de souveraineté, c'est-à-dire qu'on finalement on le voit bien entre ce qui est proclamé et puis ce qui se met en place, c'est-à-dire vous nous le dites depuis maintenant 3/4 d'heure, c'est que le poulet est devenu une arme, un outil politique qui est une monnaie d'échange, vous l'avez dit plusieurs fois. Donc quid de la souveraineté alimentaire avec cette notion, et est-ce que la profession est prête à accepter finalement qu'on délègue la production de volailles à la Pologne, la Bulgarie ou d'autres, puisque nous sommes européens, comme vous l'avez rappelé, et que donc on peut réfléchir à ce niveau-là? Alors tout d'abord, je ne vous ai pas renvoyé la balle dans le sens où vous, les hommes politiques ou femmes politiques, vous avez à y répondre. J'ai dit que c'était un problème politique dans le sens, où je l'ai dit au début, d'administration. Qu'est-ce qu'on veut? Qu'est-ce qu'on veut? Si aujourd'hui, vous me dites, le vice-président de l'Envol monte sur les estrades pour dire on arrête de produire en France parce qu'on donne priorité aux Roumains, aux Polonais ou aux Bulgares, comme vous les avez cités, moi je vous réponds non, parce que j'ai encore envie, parce qu'on est d'origine française, parce que nos familles sont françaises, parce que je pense quand même qu'il y a quelque part à se poser la question de, je vous l'ai dit au départ, c'est
l'énergie du corps dont on a besoin. Est-ce que nos accords avec nos amis roumains ou polonais vont perdurer 107 ans et auquel cas on arrête la production française? Moi, je ne le crois pas. Je ne le crois pas parce que je pense qu'il faut toujours... On sait bien qu'on ne reviendra jamais à 100% de production française. Attendez, rêvons pas. C'est pour ça qu'on vous a mis... On a un plan aujourd'hui pour, sur les 50%, remonter à 65-70%. Voilà. Ce qu'on veut au moins, c'est que les politiques nous aident par leur prise de décision qui doivent être courageuses, c'est pour ça qu'on a parlé de révolution, à assumer certaines décisions. Première décision, par exemple, qu'on a assumée, c'est est-ce que vous, citoyens, auprès de chez vous, vous acceptez d'avoir un poulailler? Alors, respectant les normes. Mais c'est bien ça le problème. Et tout le monde va vous dire, ah bah oui, Martine à la ferme, j'accepte, mais s'il y a un poulailler de 40 000 poulets, je ne l'accepte pas. Sauf que ce modèle de 40 000 poulets n'a pas du tout la même compétitivité que nos 1 800 000 poulets produits chez nos amis polonais ou ukrainiens. Donc ça, moi, on est capable de dire ça, mais donnez-nous seulement les moyens que les sites de ça. Aujourd'hui, qu'on autorise, et vous avez aussi la pression indirectement, vous, les hommes politiques ou tout le monde les députés, est-il pour consommer de la viande, contre consommer de la viande, est-il pour l'élevage, et ainsi de suite. Comme si, eh bien non, c'est des groupuscules aujourd'hui qui nous obligent à dire non, je ne veux pas de poulet, et ainsi de suite. Si l'ensemble de la société, au niveau politique, répond on ne veut plus de poulet en France, on va changer notre fusil d'épaule. On va changer notre fusil d'épaule. Mais moi, je n'en prendrai pas la responsabilité. Donc, je crois à la production française, mais il faut nous donner des moyens. Qu'il y ait des recours contre les poulaillers, ça me paraît normal. Par contre, qu'on ait des préfets qui soient attaqués, des maires qui ont pris des décisions qui soient attaqués, des conseils municipaux qui soient attaqués, moi, je pense qu'à partir du moment où ils ont fait toute une démarche administrative, alors je ne sais pas, bien sûr, la liberté juridique existe en France et tout le monde peut attaquer tout le monde, mais je pense qu'il faudrait non pas restreindre le droit, mais cadrer le droit, qui a droit, qui n'a pas le droit. Un gars qui a 200 km, il a quand même, ou une femme qui a 200 km, elle n'a pas le droit d'attaquer un projet d'un agriculteur dans son pays. Voilà. Alors j'avais des questions sur cette thématique. Je voudrais terminer sur la question des échanges avec les pays tiers. Vous avez fait une distinction tout à l'heure sur les clauses équivalentes et les clauses miroirs. Est-ce que vous pourriez, en une minute, nous expliquer la différence? Le volume de production par kilomètre carré aujourd'hui en Europe, c'est 38 kilos avec une dérogation à 42 kilos pour mètre carré pour produire des poulets sur le BEA, sur le bien-être animal. Nous sommes en train, sous la pression générale, de mettre par exemple de la lumière naturelle dans tous nos poulaillers. Je vous ai dit, nous avons réduit de 80% la consommation d'antibiotiques et nous avons certains antibiotiques en Europe qui sont inutilisables. Je vous prends un exemple, je vais citer un nom, je crois qu'il n'est pas commercial, mais je ne sais rien, la flavomycine. Tout le continent sud-américain utilise la flavomycine. C'est interdit en Europe, les Ukrainiens utilisent la flavomycine. Ils ont même des paquets. Bon, voilà, donc on nous dit, ah mais attendez, les conditions sont équivalentes. Alors, la flavomycine, c'est équivalent ou c'est pas équivalent? La quantité de soja, elle est équivalente ou elle n'est pas équivalente? Vous avez fait allusion, tout à l'heure, on en parlera peut-être du soja déforesté et non déforesté. Voilà, avec des échanges. Les Brésiliens, ça leur pose pas trop de problème de savoir s'il vient de zones déforestées, non déforestées. Nous, on nous dit, ah mais non, attendez. Il faut qu'il soit tracé. Et vous pouvez l'utiliser que si... Sauf que là, on n'a pas des clauses qui peuvent être équivalentes, mais qui ne sont pas miroirs. Donc miroir, c'est on produit la même chose que notre réglementation européenne nous y autorise. J'imagine que vous êtes consulté par la Commission, enfin au niveau européen, en tout cas dans le cadre de ces négociations. Enfin, est-ce que vous avez le sentiment qu'il y a une prise de conscience ou une inquiétude quand même sur ces modes de production, sur ces conditions de production qui ne sont pas du tout respectueuses du standard qu'on s'impose et qui est imposé par l'exigence de la société? Est-ce qu'on est conscient des risques sanitaires que ça pourrait engendrer? Est-ce que c'est vraiment un sujet de préoccupation ou est-ce qu'on parle simplement de tonnage dans un contexte de géopolitique, mais pas finalement de protection à la fois des distorsions de concurrence qu'on impose aux producteurs et puis aussi de la santé des consommateurs européens? Alors,
lorsqu'on en parle, oui, ils nous en parlent. Lorsqu'on dit, mais c'est quoi la traçabilité, la vérification et tout, il n'y a rien. Il n'y a jamais rien. Et c'est tout le problème, c'est tout le décalage qu'on a aujourd'hui entre une Commission européenne, c'est un avis tout à fait personnel, oh, pas plus que personnel, qui est partagé quand même, qu'on sent loin de nos réalités. Moi, je trouve qu'au niveau de l'Europe, on nous expliquera en disant, voilà, on a passé un accord avec le Brésil. On va produire du poulet avec le Brésil, on est obligé, par exemple avec le Chili. Prenons le Chili, les 40 000 tonnes contre les terres rares. Après tout, on a tous nos portables, ça nous intéresse les terres rares, la batterie, et ainsi de suite. Bon, ok. Qu'est-ce que vous avez passé comme accord avec la lumière naturelle? Ok. Ils ont ou ils n'ont pas? Oui, ils peuvent l'avoir, je veux dire qu'ils ne l'ont pas actuellement, ils vont l'avoir dans 2 ans ou 3 ans. Ok. Ça sera imposé sur l'Europe. Il y a non-utilisation d'antibiotiques, non, ok. C'est parfait. La densité au mètre carré, elle est faite, elle n'est pas faite, c'est quoi? C'est tout simple. Et ça, alors là, quand on leur parle de ça, en dessous des commissaires européens, j'ai rien contre les fonctionnaires de Bruxelles, mais au contraire, et puis, allez, pour être très honnête, il y a des braves gens partout, il y a des gens qui sont super et qui s'en rendent compte à la DG Agri, mais qui vous disent en off qu'il faut qu'ils ferment leur klaxon avec la DG Trad. Parce que c'est la DG Trad qui mène. Voilà. Si au niveau européen, il faut être conscient de ça. Aujourd'hui, la DG Agri, bon, voilà. Et quand vous avez un commissaire européen qui a été nommé et qui a des tendances, et je respecte ses choix politiques, qui sont plutôt écolos et ainsi de suite, je veux dire, le problème du poulet, il en a quand même un peu rien à faire sur l'agriculture. Et vous savez de qui je parle. Bon, ça c'est mal fini pour lui, et ainsi de suite. Et, alors, actuellement, il faut reconnaître que là, depuis les manifs, wow, on sent qu'il nous appelle, il nous dit hop, hop, hop. Voilà. Ben, celui qui venait de Pologne, renseignez-vous bien. On a eu et les Polonais étaient fous contre lui. Bon, je l'ai rencontré, il avait un discours hors de la réalité. Hors de la réalité. Mais les Brésiliens, mais vous inquiétez pas, ils produisent comme nous, on a des accords de libre-échange, c'est signé sur des cahiers des charges et tout. Je dis, mais c'est quoi votre preuve? C'est quoi vos éléments? Regardez, le coup des salmonelles, là. Oui, mais c'est un accident, et ainsi de suite. On était... Donc c'est un peu surprenant quand même, donc plutôt d'une tendance écolo, mais c'est la logique, c'est de dire bon les élevages c'est polluant, c'est des nuisances, et donc on importe avec des importations qui ne respectent à peu près rien comme norme. C'est dans cette logique, c'est un état d'esprit qui accepte ce principe. Ce que je vais vous dire là est tout à fait subjectif, puisque c'est le mien. Donc voilà. Moi, je pense que oui. Moi je vais vous dire, il y a 4-5 ans, on est vraiment monté à Bruxelles pour se bagarrer. Vraiment, pour leur dire, on va leur expliquer et tout, on va expliquer. Et quand vous commencez à connaître des fonctionnaires de la DG Agri, ils vous disent, c'est un autre domaine. Et on voit bien qu'on fait partie d'échanges, de pions, et ainsi de suite. Et voilà, après... C'est pour ça que moi, je ne suis pas forcément... en disant c'est de la faute de l'Europe. L'Europe, elle essaie de faire. C'est quoi nos grands axes qu'on veut? Est-ce que si on... j'ai dit qu'on avait une tendance à se sweet, sans lariser, c'est-à-dire à ressembler aux Suisses. Les Suisses, eux, ils ont répondu à la question. Tous leurs élevages sont plein air. Tous leurs élevages sont petits, minuscules et tout. Ils importent 60%, 70% de leur consommation. Ils ont répondu à la question, ils disent en Suisse, on ne veut pas de ça. On ne veut pas de ça, on ne veut pas de ça. Ok, c'est clair. Aucun industriel ne va aller en Suisse, enfin, à part des entreprises familiales, locales et ainsi de suite. Voilà. Et donc, c'est ça aujourd'hui dans quelle passe on est. Je voudrais qu'on aborde la question du marché unique. Vous nous avez dit, avec l'Italie, l'Allemagne, peut-être l'Espagne, on a des conditions de production qui sont à peu près similaires, des différences qui s'équilibrent entre elles,
En fait, au sein du marché unique, la complexité, c'est l'élargissement du marché unique. C'est-à-dire qu'on a élargi à des pays qui ne sont plus dans les mêmes conditions de sociales, peut-être environnementales. Voilà. Comment on fait pour garder une production de volaille française au sein du marché unique avec de telles distorsions? Et est-ce que vous avez aussi, une autre question sur le même sujet, est-ce que vous avez une idée d'un peu de toute la surréglementation française qui s'est rajoutée aux normes européennes et qui aggrave ces distorsions de concurrence? Alors, on ne va pas faire une liste à la Prévert de la surréglementation française. Alors d'abord, sur la surréglementation française, qu'est-ce que nous disons? Nous sommes très satisfaits, globalement, des DDPP. On a des services vétérinaires qui font leur boulot. Et pour nous, aujourd'hui, c'est une chance, parce que c'est une crédibilité par rapport à le reste de l'Europe, où on a des DDPP qui n'ont pas du tout la même pression, et ainsi de suite. Donc ça, loin de moi les critiquer là-dessus. Par contre, aujourd'hui, c'est des petits exemples que je peux vous citer. Contrôle du bien-être animal par une des DDP, dont je ne citerai pas le nom. La personne de la DDPP, jeune stagiaire, visite, voit que le bâtiment où il y a eu les poulets a été repaillé. C'est-à-dire qu'on a remis de la fraîche dessus et dit, ah ben voilà, elle va creuser dans la litière pour dire, ah regardez en dessous, vous avez repaillé parce que je suis arrivé, vous avez non, donc elle met un KO sur la visite. Bon, alors c'est un détail, on va pas s'embêter avec ça et ainsi de suite, mais c'est cette application très jacobine de vouloir appliquer toujours des réglementations. On a par exemple sur les zones d'épandage et ainsi de suite, de dire attendez, vous pouvez pas épandre là et ainsi de suite. Chose que je comprends. Attendez, par rapport au problème des rivières et tout. Mais il y a une telle psychose au sein de l'administration française de se faire attaquer demain par une association, en disant ah vous n'avez pas respecté, ah vous n'avez pas contrôlé et tout. Que vous citerez encore, c'est aujourd'hui de venir contrôler au gramme près les quantités avec des chaos techniques, ce qu'on appelle des chaos dans les contrôles et ainsi de suite. Alors que la profession a mis en place ses propres systèmes qu'on met à la disposition de l'administration. Voilà. Et je vous dis, je ne veux pas vous faire une liste à la Prévert, mais on a toutes ces petites choses-là. Simplifions. Par contre, il faut être honnête aussi avec nous-mêmes. J'ai dit, et nous répétons, nous, au niveau de l'interprofession volaille, qu'il faut qu'on arrête de mettre nos propres cahiers des charges. Je m'explique. On a le cahier des charges de M. Carrefour, puis on a le cahier des charges de M. Auchan, puis on a le cahier des charges de M. Leclerc, puis on a le cahier des charges de M. Intermarché. Ne croyez pas qu'on ne pourrait pas faire qu'un seul cahier des charges. Donc ça veut dire que l'éleveur, quand il fait ça, il a 4 contrôles. Donc, ok, on rouspète après l'administration. Je l'ai dit à la FNSE, ne vous inquiétez pas, j'aurais dit clairement. Bon, après, voilà. Après, il faut savoir faire évoluer les choses. On a le cahier des charges du syndicat national des labels français ou le syndicat des bio. Sur le syndicat des bio, nous avons une technique, une application des règlements bio aujourd'hui qui est différente du bio belge, polonais, européen en général. Voilà, on est en surtransposition. Alors pourquoi? Parce que sans doute il y a des braves gens dans le bio qui voulaient imaginer Martine à la ferme, des petits élevages, sauf que les autres, ils ont standardisé le bio et ça nous arrive à plein wagon. Voilà, donc ayons raison gardée. Merci beaucoup. N'hésitez pas à l'issue de cette audition, parce qu'on est toujours dans un temps contraint, mais peut-être de nous envoyer des contributions pour si vous avez une liste un peu plus précise sur les, parce que ça a vraiment été un sujet en tout cas lors de la mobilisation agricole et ça l'est pour notre commission. De la même manière que si vous avez une liste un peu des propositions sur la compétitivité, ça nous intéresse aussi. J'avais d'autres questions. Alors, on va parler de l'agribashing après, mais je voulais. Alors vous n'avez pas répondu sur le marché unique. Comment on fait avec les pays d'Europe de l'Est pour arriver à garder une compétitivité avec des pays qui n'ont pas la même, notamment pas le même niveau de salaire? C'est très compliqué. C'est très compliqué, on n'a pas de solution.
Aujourd'hui, on n'a pas de solution avec nos collègues polonais. Je vous dis, hein, c'est assez impressionné. Notez les chiffres, 2008 millions de poulets semaine en Pologne. 2024, 30 millions de poulets semaine en Pologne. Ils sont en train d'inonder. Pour monter, je vous prends un exemple, par exemple, pour monter un bâtiment, enfin une ferme en Pologne, entre 6 mois et 1 an. En France, 3 à 4 ans. Ils n'ont aucun recours, ça y va plein de mal. En plus, toutes les subventions, vous prenez en Hongrie, tout investissement aujourd'hui est subventionné en termes de production avicole ou de couvoirs, d'abattoirs et ainsi de suite, aux alentours de 40%, entre 30 et 40%. C'est une vraie volonté, hein, de dire on va devenir un peu le frigo de l'Europe. C'est une volonté politique. Vous nous avez dit assez rapidement sur la question de l'étiquetage, alors que vous vouliez pour un étiquetage un peu plus précis que étiquetage UE ou non UE. Ça j'imagine que c'est au niveau européen que ça coince. Et il y a autre chose qui m'a interpellé, c'est dans les restaurants, vous nous dites l'étiquetage n'est mis en œuvre que seulement dans 15% des restaurants. Donc il y a un problème d'application de la loi et puis de contrôle. Vous avez eu l'occasion d'en parler avec Bercy de cette question, et qu'est-ce qu'on vous répond sur le sujet? Est-ce qu'on vous a donné un peu le nombre de contrôles qui étaient réalisés, les sanctions qui étaient prononcées? Non, nous n'avons pas le contrôle. On en a parlé avec Madame Grégoire, Olivia Grégoire, qui, grâce à la crise agricole, a découvert le problème. Mais là encore, il faut qu'on... Attendez, j'ai envie de vous raconter une petite histoire, si je peux, sur un de nos collègues qui est à l'interprofession et qui nous a raconté cette petite histoire l'autre jour. Il est président dans une collectivité agricole de la restauration et ainsi de suite, pour passer les marchés et ainsi de suite. Donc il voit les Sodexo et tout, et il leur demande volaille d'origine France et ainsi de suite. Forcément les autres arrivent, plus 15%. 15 ou 16%, enfin c'était énorme. Il a demandé de la viande française à tous les niveaux, et ainsi de suite. Son conseil d'administration, où il y avait, parmi les 7 ou 8 membres, 3 agriculteurs, a refusé la hausse. Bon, fin de cette petite histoire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a des citoyens et des consommateurs qui sont différents. On a des consommateurs qui sont plutôt, ouais, on va acheter français, voilà. Et puis on a des concitoyens qui voient le prix. Mais même dans les collectivités. Et je comprends que les collectivités soient gênées. Allez vérifier si vous avez dans vos circonscriptions des collectivités qui n'indiquent pas. Parce qu'elles sont gênées. Parce que quand on a un resto universitaire ou une cantine où on compte 1,50, 2 euros pour le repas, même avec une subvention, quand vous avez que 9 à 11 euros par jour de moyenne, les Français peuvent dépenser 9 à 11 euros par jour, je peux vous dire que c'est hyper serré. C'est hyper serré. Et donc, dire, quand on a dit ça à Mme Olivia Grégoire, elle a compris, elle voit bien qu'il y a un problème. Mais comment on fait? Comment on fait? Moi, je pense qu'il va falloir assurer, là aussi, de dire, il faut donner la réalité aux Français. Dire, voilà, le repas, il coûte 4,50, la collectivité, le département, la ville, la région, ce que vous voulez, la commune, aide de 2 ou 2,50, ça coûte, mais au moins qu'on affiche déjà le prix. Comme on nous dit aujourd'hui sur les bulletins de paie ou sur certains, on donne les charges sociales. Alors personne ne les regarde plus aujourd'hui, mais au moins les gens sauront. Et je pense que de dire, avec l'origine France, ça coûte tant, et l'origine import, ça coûte tant, les gens doivent faire leur choix. Mais ils sont responsables. Voilà. Mais c'est très complexe, hein. Merci beaucoup. Vous avez beaucoup parlé de la spécialisation, donc la stratégie de montée en gamme qui est pas très compatible avec la souveraineté alimentaire, parce que la souveraineté alimentaire, c'est quand même arriver à produire pour tous les consommateurs. Donc là, enfin, de toute façon, c'est pas la première fois que vous en parlez. La profession, c'est que la France doit être capable de tout produire, et pas seulement, surtout sur un haut de gamme qui en période de crise n'est pas forcément ce qui est le mieux adapté aux consommateurs. Donc là, on a bien entendu. Je voulais terminer par la question des associations qui militantes. Est-ce que vous avez déjà réfléchi à éventuellement des actions en dénigrement?
Je sais que ça a pu se faire dans le Bordelais, avec succès d'ailleurs. Et est-ce que vous avez réfléchi à ce genre d'action justice? Oui, puisque un de nos adhérents, le groupe LDC, avec la marque Le Gaulois, a été attaqué. Vous savez, ils ont collé des stickers dans tous les supermarchés sur les modifications génétiques de la volaille et ainsi de suite. Ils ont été attaqués à Strasbourg en référé et le groupe LDC a gagné. C'était la première victoire. Je vous rassure, ils font appel. Et le président de L214 s'est vanté de dire qu'il n'avait jamais perdu en appel, donc il va forcément gagner en appel. Ça, on verra. Ce qu'on a à dire là-dessus, si je peux un peu développer, qui est aujourd'hui dans notre société des lanceurs d'alerte, j'y vois aucun inconvénient. Qu'il y ait des gens qui souhaitent être véganes, j'y vois aucun inconvénient, même si pour moi c'est un problème de santé publique. Mais ce n'est pas mon domaine. Où on le vit mal, c'est que c'est un détournement. On le sait aujourd'hui, et vous le savez qu'un certain nombre de ces associations sont aujourd'hui financées par une partie de la Silicon Valley. Nous n'avons pas le temps là, mais je vous expliquerai pourquoi, et ainsi de suite. Un certain nombre de personnes, dont M. Zuckerberg, et ainsi de suite, donnent des millions d'euros parce qu'ils pensent que, voilà. Quand on sait que ces gens-là ont derrière, vous disent, mais non, on est pour le bien-être animal, mais qu'en fait, c'est la suppression de la consommation de viande. Quand on sait qu'ils utilisent des moyens inappropriés pour rentrer dans les élevages de nuit, avec des caméras, et ainsi de suite, il y a un moment. Et ça se vit comme une injustice. Quand vous voyez, par exemple, chez LDC, Greenpeace, qui a voulu faire une action coup de poing, mais elle l'a fait aussi chez Lactalis, elle l'a fait chez Leclerc, elle l'a fait chez un certain nombre. Elle est venue démonter les panonceaux et ainsi de suite. Et qu'ils ont mis l'ensemble sur les réseaux. Le président de Greenpeace a parlé en disant « on a fait une bonne action ». On a fait une bonne action. Il y a un moment, il faut quand même qu'on revienne à des choses sérieuses par rapport à ça. Donc moi je dis, on limite les recours. Ces gens-là doivent, je pense qu'ils doivent être au-delà, avoir une réglementation particulière pour demander d'où vient leur financement. On demande bien aujourd'hui, et je vois que ça fait la révolution, sur le financement des journaux. Enfin, on est en train de faire machin, voilà, d'où ça vient et ainsi de suite. Je pense qu'il n'est pas question de les interdire. Il est question qu'eux aussi, ils assurent leur traçabilité. Voilà. Vincent Bru. Oui, merci Monsieur le Président. On revient sur les questions d'étiquetage. On a entendu ça hier déjà à plusieurs reprises. Étiquetage qui concerne le pays de transformation et non pas le pays d'origine des choses. Alors, quelle est votre action au niveau de l'Union européenne sur ce sujet? Est-ce qu'on peut espérer évoluer sur cette question? Deuxième aspect, je voulais vous poser la question de la surtransposition. Vous l'avez parlé un petit peu, mais vous avez surtout parlé de surréglementation et de contrôle tatillon de la part de l'administration française. Est-ce que vous pouvez nous donner des exemples de surtransposition française d'une règle européenne, puisque vous avez parlé de cette question? J'avais une question sur les lanceurs d'alerte et la réponse judiciaire, mais vous en avez également parlé. Sur les produits dans les collectivités, vous avez dit que, évidemment, le poulet était beaucoup plus cher que celui qui était utilisé généralement. Or, moi, je note que quand même pour les produits locaux et les produits bio, il y a quand même la région pour les lycées, les cantines des lycées, le département pour les cantines des collèges et également pour les établissements qui accueillent des personnes âgées, les EHPAD. Il y a des quotas de consommation de produits locaux ou de produits bio qui sont quand même plus chers que les autres et qui sont financés par ces collectivités. Est-ce qu'on ne peut pas faire la même chose pour notamment le poulet? Et enfin, dernière chose, c'est sûr, on a beaucoup parlé du poulet, mais il y a aussi, vous l'avez cité, le canard. Je suis du sud-ouest, vous le savez, et nous avons subi la grippe aviaire de manière très forte. Et donc, il y a eu peut-être un changement des consommateurs du fait de cette grippe aviaire. Quel est votre sentiment et comment reconquérir ce marché? Sur l'évolution étiquetage. Aujourd'hui, l'Europe vous dira « je ne peux rien faire ». C'est décidé. La France
est en expérimentation depuis 2 ans. On a demandé un renouvellement de cette expérimentation, mais aujourd'hui, au niveau européen, ces députés, c'est interdit de marquer l'origine. Si on veut être au sens pays, hein. On peut marquer Union européenne, vous n'avez pas le droit de faire une distinction. D'ailleurs, bon nombre de collectivités n'ont pas le droit, parce que c'est répréhensible, de marquer souhaite origine France. Tout doit être ouvert. Bon, donc ça, c'est un argument. Aujourd'hui, il faut que ça bouge. A priori, un certain nombre de pays le demandent, mais la France plus particulièrement. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, il faut demander aux industriels de marquer en plus gros l'origine. Alors, je sais, Mme Grégoire est en train de monter un système avec des camemberts et tout. Je trouve que c'est bien, mais c'est presque trop parfait. On va trop compliquer le système, là. Mettons les principaux ingrédients de viande. Mettons les principaux ingrédients de légumes. Voilà. Ce qui représente plus de 40-50% du plat. Enfin, je sais pas, je dis ça tout à fait par hasard. J'ai pas d'études précises là-dessus. Mais je trouve que ça serait des idées. On est en train de vouloir dire qu'on va les mettre par décroissance. Voilà. Donc ça, sur l'étiquetage, mais l'étiquetage, c'est important parce qu'elle permet au consommateur le choix. Et de dire, attends, tu as acheté, ou vous avez acheté un produit avec marqué origine Ukraine, ben, il est Ukraine, et voilà. Ou Pologne, ben, il est Pologne, et ils le savent, et ainsi de suite. Bon, voilà, donc ça c'est pas. Sur la surtransposition, je pourrais vous faire une liste, je dis, mais par exemple, vous avez les ICPE. Alors, qu'est-ce que les ICPE? Ça a été le fameux débat à Bruxelles qui a été mis. Avant, nous avions des autorisations sous simple déclaration, en dessous de 40 000 poulets, 15 000 dindes. C'était 20 000. C'était 20 000 dindes. Et puis, en canard, c'était... C'est pareil, on était tous au même niveau. Et aujourd'hui, on a fait passer, dans le trilogue avec le rejet de CO2 pour l'industrie, on a fait passer en disant, ouais, mais tous les élevages qui... Donc, on a fait passer une réglementation où on va diminuer ces seuils. Sauf pour le poulet, où on a laissé à 40 000, mais sur la dinde et tout. Ce qui fait qu'en fait, tous les éleveurs qui sont au-delà vont être obligés de refaire des enquêtes. Vous imaginez bien, dans les petits pays, on refait des enquêtes avec affichage et tout. Et là, on va avoir 1 sur 2 qui va être cassé en disant, et ainsi de suite. Donc, ça, on a dit à la France, bougez pas, ne bougez pas. Ça ne change rien. Que sur les nouveaux, éventuellement, on envisage, pourquoi pas. Mais bon, un certain nombre de députés nous l'avaient promis. Et puis, aussi, dans la réglementation, ce que je dis, c'est qu'il faut qu'en France, on ait une réglementation globalement agricole, parce qu'elle relève de cette souveraineté, de l'aménagement du territoire, différent que cette réglementation industrielle sur... Attendez, quand on est en train de calculer combien un poulailler va rejeter de CO2, alors la profession le fait, ce qui est normal, on doit l'information, mais demander en fonction de la situation, le nombre de kilomètres qu'il va y avoir par rapport à l'abattoir, à l'usine d'aliments, sur le rejet de CO2 et tout, c'est pas fait aujourd'hui, hein, mais c'est ce qu'on est en train de nous demander, ainsi de suite, ça va être compliqué, voilà, c'est complexe, voilà, sur ça. Sur les produits de collectivité, oui, vous avez raison, mais il faut... alors c'est sûr que quand un responsable de collectivité demande à son fournisseur de lui dire, moi par exemple, qu'on pourrait avoir le double chiffrage, de dire combien ça coûte d'avoir de l'origine France ou pas, et ainsi de suite. C'est simplement des choses comme ça. Alors, je ne pense pas qu'on puisse l'obliger par la loi, mais que ça soit informé. Et je pense que dès qu'on va dire origine, Ukraine, Pologne, Roumanie, Allemagne, Hollande, et ainsi de suite, au moins ça. Quatrième chose sur l'origine, vous avez des... Alors aujourd'hui, on a encore une spécificité qui vient de sortir. C'est que vous avez du élevé en France, abattu en Belgique, qui revient en France. Donc, qu'on le mette où ça a été abattu, où ça a été travaillé, et ainsi de suite. Vous voyez, c'est toutes ces choses-là, et c'est simple, parce qu'aujourd'hui, avec la traçabilité sanitaire, on a tout ça. On l'a tous dans nos usines, dans les élevages, et ainsi de suite. Donc voilà ce que je veux dire. Quant au canard, la grippe aviaire, ça a été une grande catastrophe pour la filière canard du sud-ouest, mais aussi celle de Cher, que je représente ici. Pour vous donner un ordre d'idée, il y avait à peu près 30 millions de canards gras de gavets en France, et puis 30 millions de canards
de chair fait en France, principalement en Vendée et dans l'ouest de la France. Ça a été une vraie catastrophe. C'est vrai que notre diversité de production a fait qu'on a été un peu plus touché, et surtout nos petits élevages. Ce qu'a alerté l'Europe en nous disant « mais les Français, c'est qu'on a beaucoup de petits élevages. Quand vous avez un gros élevage qui est touché, c'est un. Quand vous en avez 15 élevages qui représentent un gros élevage en Pologne, c'est 15 cas, donc il y a la multiplicité des cas. Aujourd'hui, on est passé à la vaccination. On a été hyper prudent, je vous dis, parce que cette diplomatie sanitaire, il fallait l'assurer. Je pense aussi, mais mes collègues du foie gras ne vont pas être satisfaits après moi, c'est qu'on a voulu standardiser une qualité de foie gras à un moment donné, par des méthodes de production efficaces, faire le prêt à gaver dans un bâtiment qui diffuse dans 15 ou 20 salles de gavage, parce que le gavage c'est compliqué, et ainsi de suite. C'est vrai qu'on a fait de la diffusion sanitaire, alors qu'avant, c'était le pré-gavage qui était fait sur le gavage. Sauf qu'on n'aurait pas du tout eu le même prix de revient. Bon. Alors, quand je dis ça, mes collègues du foie gras s'énervent après moi. Bon, voilà. Mais je le dis parce que j'aime le foie gras, et puis je trouve que c'est une vraie spécificité française. Bon, il va falloir qu'on soit quand même vigilant sur cette grippe sanitaire. Merci, Laurence Mayer. Oui, merci, Monsieur le Président. J'avais peut-être plusieurs questions en lien avec la restauration collective. Je voulais savoir si vous les avez, les chiffres qui concernent la part de la volaille française dans la restauration collective publique et privée en France, et plus spécifiquement la part de la volaille française dans la restauration collective publique, qui m'amène enfin dans une troisième question plus précise, la part des labels volaille sous signe de qualité, bio, label rouge ou autre, dans la restauration collective. Et ces informations nous permettent aussi de voir dans différentes filières de protéines animales que la France se positionne pas très bien sur la restauration collective, alors qu'il y a pour une partie de la commande publique dans laquelle elle pourrait éventuellement s'inscrire, que c'est pas impossible de mettre dans des cahiers des charges de commande publique des enjeux de localisme, que des collectivités le font. C'est certain, il y a même des cahiers des charges, modèles à disposition. Donc, en fait, qu'est-ce qui, si vous estimez que la part de la volaille française n'est pas assez présente dans la restauration collective, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour faire mieux, sachant qu'il y a une part importante de volaille importée, si on en lit les chiffres. Ensuite, juste une petite remarque sur le label Origine France. Garantie, il existe. Il existe et il fait l'objet d'une certification avec un cahier des charges qui dit qu'il faut que le lieu où le produit prend ses caractéristiques essentielles doit être situé en France et que 50% au moins du prix de revient doit unitaire est acquis en France. Donc il y a quand même un label Origine France qui existe. Après, comment là où les filières s'organisent pour rendre cette opportunité un atout sur le marché français, que ce soit à la grande distribution ou la restauration collective. Merci. Alors, vous me posez des questions. Je connais certains chiffres, je ne connais pas d'autres chiffres. Sur la restauration collective, vous avez deux choses, la restauration commerciale et la restauration collective, publique et privée. On va éliminer tout de suite la restauration commerciale. Les grandes chaînes, aujourd'hui, que sont certains que vous connaissez, KFC, McDo, Burger King et tout, eux, ça y est, ils sont tous partis en français. Ils jouent le jeu, c'est assez impressionnant d'ailleurs. Pour la volaille, vraiment, alors, ils ne sont pas 100%, mais vraiment, ils ont compris parce que c'est un atout commercial. Donc voilà, donc ça c'est fait. Après, sur ce qui part en collective, vous avez le privé, vous avez le public. Alors comment on sait? On n'a pas de chiffres précis parce qu'il n'y a pas de déclaration aujourd'hui de l'origine des viandes faite par les collectivités. Si elles viennent de France, hors de France, et ainsi de suite. Comment on le sait? On le sait par déduction. Et on le fait
que par déduction, donc nos chiffres sont beaucoup moins précis. Lorsque l'on regarde les importations que nous estimons hors venant d'Europe ou ainsi de suite, où ça va? Déjà, ça va dans toute l'élaboration de production. Les jambons, des knacks de volaille, et ainsi de suite. C'est pour ça que là, c'est à nous, profession, c'est pas à l'État de réagir, de mettre la pression sur des fédérations telles que la FIC qu'on a rentré en disant « Ah, mais attendez, on n'a pas assez de filets de poulet. » Évidemment, c'est toujours le chat qui court après sa queue. Donc oui, mais ça ne va pas passer en prix. C'est sûr qu'on a un prix de revient plus cher que du polonais ou du roumain. Donc ça, on a des chiffrages précis. Donc on sait ce qui est vendu à la GMS, on sait ce qui est vendu par les parce qu'on a les panels Kantar et ainsi de suite et tout. Après, restent les deux. La collectif, on l'a par ce qu'on appelle vulgairement chez nous les marchands d'alimentation, c'est-à-dire tous ceux qui préparent la collectivité. On a des contacts commerciaux avec eux, on le sait. Le reste, c'est plus complexe parce que ça passe par des petits circuits de distribution. Et sur les collectivités, aujourd'hui, moi j'estime, c'est qu'une estimation, on pourrait 30% de Français, 70% d'imports. Mais le problème, c'est que les gérants de restaurants, ils ne savent même pas eux-mêmes. Parce qu'ils pensent à certains moments que quand vous leur demandez, vous leur dites, parce que les gars, ils ont les légumes, les pâtes, les ceci, ça, ils disent, nos commerciaux, on le voit, on leur a demandé de faire des enquêtes, vont avec eux dans le frigo. Ah ben, j'avais pas vu qu'ils venaient. Bon, une fois que ça a été dit, voilà. Donc, aujourd'hui, je vous réponds clairement, je n'ai pas de chiffre précis à vous donner là-dessus. Autre point, les labels. Je vais vous donner un simple chiffre. En 2000, il y a 24 ans, la production nationale de labels rouges poulet, label rouge français, c'était 2 200 000 à 2 400 000 par semaine. 2024, 1 500 000. Là, vous mettez tous les SICO. On met tous les SICO. Les labels publics. Alors on dit, oui, mais attendez, il y a plus de bio. Oui, de 100 000, on est passé à 100 000 poulets semaine en bio, on est passé à 300 000 poulets semaine en bio, et on est redescendu à 150 000, 200 000. Bon. Après, dans les collectivités, il y a très peu de labels rouges mis. Un peu de cuisse. Je vous demande de référer, vous avez vu le différentiel de prix entre le poulet français et le label. Vous l'avez, page... je vous l'ai mis. Donc, on n'a pas numéroté nos pages, on est désolé. 5,80 et entre 20 et 30. Voilà. Vous avez à cette page-là, vous l'avez là, 3,10 € le brésilien, 3,30 € l'ukrainien, 3,50 à 5,50 l'européen. 5,50, c'est par exemple les Italiens. Les Italiens et les Espagnols ont des prix de revient proches de nous. 5,80 le français, mettons 5,50 aussi. Et puis 20 à 30, 20 € pour le label rouge et 30 € pour le... Bon. Quand vous avez 3 kilos, allez, on va mettre une escalope à 200 grammes, mais encore c'est large. Allez, 150 grammes, ça fait 6 escalopes au kilo. Quand vous avez du 5,80 et puis vous avez du 20, ça ne fait pas le même prix à la pièce. Voilà. Donc très peu. Pour précision, restauration collective publique, c'est collectivité et État. Il n'y a pas Oui, de oui. collectivité. Parce qu'il y a un gros volume. Je pense qu'il est même supérieur. Avec l'inflation, il y a eu des collectifs. Avec l'inflation, il y a eu des collectivités publiques qui ont fait marche arrière. Nos débats, que effectivement, dans la restauration collective publique, on inclut bien les collectivités et l'État, pas seulement les collectivités. Voilà, c'est une précision. Très bien. Moi, du coup, j'ai juste eu le temps de retrouver les données. Elles ne sont pas simples à trouver. Hein. Parce que pour aller sur les statistiques de l'Union européenne, donc je suis là sur la page de la Direction générale pour l'agriculture et donc sur la page Poultry Trade, bon, enfin tout est en anglais. Et bon, on est à peu près dans les ordres de grandeur, moi, que j'avais trouvé. Donc en fait, sur les volumes poids équivalent carcasse, sur les exportations, alors je vais me baser sur l'année 2023, la dernière, hein, il est indiqué un volume d'1,9 million, en baisse un peu d'ailleurs les dernières années,
Bon, mais voilà, c'est des niveaux qui avaient été connus dans les années 2010. Bon, de toute façon, c'est en agriculture, c'est cyclique. Et sur les importations, en 2023, on est à 894 000. Voilà. Donc si on fait le delta, l'Union européenne reste quand même... Je ne nie pas les difficultés, mais l'Union européenne reste positif dans le delta. Donc on peut quand même dire qu'ils n'ont pas été si mauvais que ça à la DG Trade, en tout cas pour négocier les accords. Et je trouve ce qui est toujours intéressant aussi, parce que bon, là on parle que du poids, mais si on se met sur la valeur, parce que bon, in fine, dans une activité économique, ce qui compte, c'est la valeur. Sur les exportations en valeur en 2023, donc encore une fois sur la volaille, on est à 4,7 millions d'exportations. Et d'ailleurs là, c'est très intéressant, c'est en croissance. Alors qu'en volume, c'est plutôt en baisse ces dernières années. Donc en fait, ça veut dire qu'on exporte peut-être un peu moins en volume et qu'en fait, on gagne en valeur. Donc à 4,7 millions d'exportations en valeur. Et sur les importations, là aussi c'est un peu en croissance, on est à 2,1 millions. Donc là aussi, le delta est quand même net pour l'Union européenne. Voilà. Et j'ai aussi, deuxième remarque, je suis quand même allé vérifier le pédigré politique du commissaire européen, bon l'agriculture, c'est pas d'importance, mais quand même rappeler qu'il est membre du PiS, donc qui était le parti au pouvoir. Donc voilà, enfin, c'est qu'on est quand même loin de l'écologie, et dire que le PiS au Parlement européen siège avec le parti politique de Madame Meloni, et avec le parti politique de Monsieur Zemmour. Voilà, donc c'est un parti qui siège avec une partie de l'extrême droite européenne. Donc il faut quand même faire cette précision-là. Je m'excuse, Monsieur le Président. Je pense que la rapidité avec laquelle vous avez été chercher les livres, vous avez omis, mais c'est une erreur de votre part, d'enlever 732 000 tonnes du United Kingdom. Regardez dans votre tableau. Sur le 1,9 million, vous avez 700 000 tonnes du United Kingdom. Donc c'est bien 1,2 million. Mais l'United Kingdom n'est plus membre de l'Union européenne. Oui, donc c'est dans vos chiffres, vous les enlevez des 1,9 million. Mais ils sont déjà enlevés. Non, ils exportent. Ils exportent ces 100 000. C'était le flux habituel qui n'était pas connoté importation, puisque 730 000 tonnes vers le UK, c'est ce qu'on faisait avant, quand le UK était... Voilà. C'est pour ça qu'il faut que vous l'enleviez. Et idem pour la valeur. On exporte... Pardon. Et pour la valeur, effectivement, il y a un peu plus de 4 millions d'euros, mais sur ces 4 millions d'euros, il y a plus de 2,5 millions d'euros qui sont justement de la valeur sur ces exportations vers le UK, qui sont principalement des filets, qui déstabilisent effectivement cette balance commerciale, qui est toute nouvelle par rapport à ce qu'on dit, par rapport aux 1 million de tonnes qui avait été calculé, UK inclus. Enfin, il faut juste relativiser le chiffre de 2 millions. Il y a des anciens, on va dire, flux existants. Le Brexit, c'était pas si loin. Ça a à peine 1 ou 2 ans parce qu'on a quand même duré plus longtemps à fermer totalement les frontières. Donc il y a des flux existants qui sont restés. Ce que je vous propose, Monsieur le Président, c'est de vous renvoyer tout le tableau. 3, bien, on va vous monter avec UK, sans UK, ainsi de suite. Comme ça sera clair. Oui, j'avais en lisant effectivement ce page indéfinie mais intéressant sur les prix. Est-ce qu'il s'agit du prix de vente ou du prix de revient au kilo dans le comparatif? Deuxième question, est-ce que vous avez les éléments de prix de vente ou prix de revient? Enfin, prix de vente, d'ailleurs, si c'est grande conso, il y a des variables. C'est probablement plus un prix de revient, enfin, à vérifier avec vous, entre le bio français et le bio européen pour une volaille à définir sur quel marché, grande conso ou autre. Mais ça serait intéressant de comparer, voilà, ce qui est comparable au sens bio avec le bio français, bio européen, et prix de vente ou prix de revient pour avoir finalement comprendre la différence. Merci. Oui, très bonne question. Sur la volaille, ce sont les prix de vente qu'on vous a mis. Bon, il n'y a pas, voilà, ce sont les prix de vente. Sur le bio, je n'ai pas de chiffres sur le filet de poulet bio. J'avais des chiffres sur les œufs bio qui, à un moment, étaient 20 à 30% moins chers que les œufs de bio français. C'est notamment les œufs bio italiens. J'avais des chiffres à l'époque, mais je n'ai pas fait le chiffrage récemment sur le bio belge. C'est surtout les Belges qui refont du bio et un peu les Polonais. Les Polonais se mettent à en faire. Voilà. Est-ce que vous pourriez nous communiquer ces chiffres ? Oui.
Pourriez-vous nous communiquer ces chiffres pour bien comparer? Parce que là, on compare du bio français label rouge et du label rouge, avec une différence de prix qui est quand même assez colossale, 4 fois plus que même le poulet français. Ça serait bien de le comparer en équivalence, en signe officiel de qualité, en tout cas bio à bio, puisque le label rouge est un label français. Merci. Très bien. Ouais. Une dernière question, ouais, mais parce que on veut pas que vous loupiez votre train. On a jusqu'à moins le quart. Ouais, 45. Oui. Bon, je vais être assez rapide. Je reviens sur cette slide-là et sur les lois Egalim. Donc, il y a une obligation pour la restauration collective d'acheter des signes de qualité. Voilà, mais on voit que c'est quand même beaucoup plus cher que la volaille française. Donc, en fait, le vrai sujet, ce qui nous intéresse, c'est quand même d'acheter de la volaille française. C'est très bien de faire du bio, mais ça coûte très cher pour les collectivités. On comprend mieux, vu les écarts de prix qui sont quand même énormes, la difficulté d'appliquer la loi. Alors même si j'ai une petite idée de la question, mais je pense que c'est important que vous en parliez. Pourquoi dans la loi Egalim, on ne met pas une obligation de production française, tout simplement, ce qui ne coûterait pas beaucoup plus cher que la volaille importée et qui serait quand même assez intéressante pour la filière. Excellente idée. Oui. Excellente idée, je ne peux pas vous dire plus. Aujourd'hui, nous, on a trouvé, pour la partie volaille, quand on a mis les 25% de bio minimum et ainsi de suite, que c'était un gros gap. Et d'ailleurs, il n'y a pas les moyens pour le faire. Voilà. Il faut que ça soit clair là-dessus. Je pense qu'il... Et puis, où on s'est un petit peu... On a été contrarié, c'est qu'on a mis 25% de bio, mais mettez 25% de label rouge. Le label rouge, il existait pas, mais historiquement, on est le seul pays en Europe à faire du label rouge, et même au monde. Et le label rouge a une vraie spécificité en volaille. Historiquement, aussi bien en œuf qu'en poulet. Et il est moins cher que le bio pur. Donc plutôt qu'on met les 25%, on aurait pu mettre bio et label rouge. Voilà, ça c'est une idée à reprendre. Très bonne idée. Sur la question de la volaille française, l'idée c'est que c'est interdit par le droit de l'Union européenne, c'est ça le fond du problème. Ouais. J'avais une autre question. Alors, sur le règlement INCO, donc vous nous dites que pour vous ça n'évoluera pas, ce qui est assez... c'est en cours, d'accord, il y a une réflexion sur d'accord. Ça fait longtemps que c'est en cours, mais c'est en cours. C'est ce qu'on nous dit. Et alors, donc, ça rejoint une question qui a été posée par nos collègues sur la question des produits transformés. Ça avait été un sujet dans la loi Egalim 2. Il y avait eu un article qui n'a jamais été mis en application sur le fait des symboles français sur les produits transformés qui n'avaient pas l'ingrédient principal origine France. Il n'y a jamais eu d'application parce que c'est contraire au règlement INCO. Alors, je ne comprends pas très bien. Je vous avoue que je n'ai pas regardé de près, mais ce qu'envisage Madame Grégoire, c'est comment elle va y arriver, vu que c'est quand même... apparemment, c'est pas possible, quoi. Alors, je ne sais pas comment va y arriver Mme Grégoire. Elle est à l'écoute. Vous m'avez demandé si aujourd'hui le ministère de l'économie est à l'écoute là-dessus. Donc ça, c'est la première chose. Simplement, j'ai oublié de vous rappeler que dans la volaille, nous sommes la seule production animale sous contractualisation. J'explique. Au moment où un producteur met en place un lot de poulet, il sait à quel prix va être racheté son lot de poulet. Dans ce prix, en intrant, est composé le prix du poussin et le prix de l'aliment et son prix de vente. Donc il a une marge brute assurée. Alors qu'après, elle lui convienne ou elle ne lui convienne pas, c'est un autre débat. Mais c'est ce qui a été fait sur la fameuse contractualisation qui, au siècle dernier, dans les années 85, 90, 2000, était décriée comme du salariat déguisé d'agriculteurs et tout, et qui aujourd'hui est prônée en disant « Ah ben ça, c'est une vraie
différence par rapport aux autres. C'est la première chose. La deuxième chose, si vous voulez faire la révolution, et comme le président en a parlé, des prix minimum ou des prix... il ne faut pas prix minimum, parce qu'il y a telle fluctuation des matières premières et tout. Il faut une marge minimum. Marge minimum garantie par agriculteur. Les prix planchers, vous savez, les fameux prix planchers. On ne peut pas mettre des prix planchers en place. Ça ne sera jamais mis. Par contre, qu'on ait une contractualisation. Par contre, si vous avez une contractualisation, ça vous oblige forcément à avoir un arrêt des références marché. Vous ne pouvez pas avoir un producteur, si monsieur Tourne, j'ai une contractualisation avec vous, qui a un prix de marché fait par monsieur, qui est plus haut ou qui est en dessous. Quand il va être en dessous, vous allez me vendre à moi. Quand elle est plus haute, vous allez vendre à lui. Donc, il y a un moment, moi, je vais vous dire, j'arrête la contractualisation. Donc, c'est un vrai problème de fond. Mais moi, j'avais dit un jour à Stéphane Le Foll, quand j'avais vu comme ministre, il me disait, ouais, le prix du cadran, ça me chute encore du cochon. Je dis, fermez le cadran. Pourquoi fermer le cadran? Ça correspond à l'offre de demande. Ça correspond à rien du tout. Le cadran, par exemple, en port, ils attendent le jeudi, pour faire le cours, le prix de l'Allemagne. C'est l'Allemagne qui est la référence. Donc, aujourd'hui, avec cette mondialisation, cette européanisation, on n'a plus, comme la naissance des marchés, elle est venue parce que c'était un marché local. C'était grosso modo à une longueur de charrette pour amener son produit. Puis c'est devenu à une longueur de camion. Puis c'est devenu à une longueur aujourd'hui de train, de camion et ainsi de suite. Ou de bateau pour exporter du porc ou de la volaille et ainsi de suite. Donc on voit bien que d'avoir une référence par pays, aujourd'hui en volaille, les références qu'elles sont faites, elles sont faites en Belgique et en Hollande. Elles ne sont plus du tout faites en France. Donc voilà. Donc il y aura aussi dans cette souveraineté alimentaire un problème des marchés. Il nous reste 6 minutes. Donc, Laurence, tu avais encore une question. Oui, alors ça me permet de rebondir dans vos propos et je vous en remercie. Je reviens sur mon prix le prix de revient. Je pense que ce serait intéressant de voir aussi, et ça rejoint les propos du président, différence entre prix de vente et prix de revient, c'est voir aussi la valeur. Est-ce qu'elle est en augmentation, en tout cas pour la volaille française, ou plutôt en berne, ou voire en décroissance. Je me permets juste une petite remarque sur la loi Egalim, parce que la loi Egalim n'interdit pas d'avoir, évidemment pas de poulet bio et du label rouge, d'ailleurs. Ça peut être de la viande label rouge, du poulet bio. C'est 50% de produits durables sous signe de qualité, dont 20% de bio. Ça veut dire qu'il y a 50 autres pourcents, on peut mettre 100% de produits français, si on le veut. C'est les enjeux et les choix politiques de la commande publique. Sachant que sur le prix de revient d'un plateau repas à la cantine, on va dire, c'est 12 à 13 euros tout compris, avec les charges de structure, de main-d'œuvre, etc. Et le prix du repas, c'est un peu moins de 30%. Donc il y a un petit peu de marge de manœuvre pour favoriser quand même des produits locaux de qualité, sous signe de qualité, produits français, avec des cahiers des charges qui sont maintenant assez élaborés pour imaginer aussi de favoriser les produits locaux. Et je me permets encore une fois, même si on peut améliorer les choses, si les marchés européens, enfin la commande publique, elle est européenne, ça permet de vendre du poulet français dans les cantines belges ou allemandes. Donc il faut... On dit toujours qu'on subit, mais on est aussi potentiellement, et en théorie, je ne dis pas que c'est facile, mais on peut vendre aussi sur le marché européen. Voilà, on ne fait pas que subir ce qui serait des contraintes du marché européen, en tout cas des opportunités aussi, et des contraintes. On vous laisse conclure et ce sera le mot de la fin. Voilà, vous avez 5 minutes pour conclure. Alors, tout d'abord, je vais répondre quand même sur mes 5 minutes. Attendez, moi je ne suis pas un anti-européen, au contraire, je suis un pro-européen. C'est que le problème aujourd'hui qu'on a, qui est grave, c'est qu'on a une contractualisation de l'autre côté. Nous, Egalim, on n'a pas été contre. Nous, pas Egalim 3, mais Egalim 2. On est très favorable à Egalim 2 parce que ça peut rentrer, notamment dans nos relations avec la distribution pour les MDD et tout. Bon, voilà. On a été content aussi de trouver la grande distribution qui a développé des produits comme le label et ainsi de suite et des innovations. Tout n'est pas acheté, vous voyez ce que je veux dire. Bon, voilà. Alors, moi, en conclusion, d'abord, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, je voudrais vous remercier. Je trouve que vos questions étaient bonnes. Elles ont été... Non, je ne vous passe pas la brosse à reluire, je ne fais pas de la flagornerie, mais on voit bien qu'il y a une vraie prise de conscience de ça, globalement. Est-ce que le problème est facile à régler? Non.
il n'est pas facile à régler, il n'est pas simple à régler. Nous, on ne demande pas des subventions, des aides, des machins, des trucs. On demande simplement des réglementations, non pas de la surréglementation, des réglementations simples dans nos rapports et ainsi de suite. Exemple, avec la distribution, grâce à l'interprofession, on a su monter aujourd'hui une discussion. Mais parce qu'on avait la contractualisation. Parce qu'on avait la contractualisation. Je pense notamment qu'aujourd'hui, grâce à l'autorité de la concurrence qui nous a autorisé à parler des prix de revient futurs en contractualisation, on anticipe avec la distribution certaines choses. Après, est-ce que c'est facile à mettre en place? Non. Simplement, je voudrais vous dire qu'un abattoir de porc, un abattoir de bovins, un abattoir de volailles, et puis quelques éléments autres, nous avons une spécificité du marché qui est différente des autres entreprises. Pourquoi? Parce qu'on a un point commun avec un casse auto, ça vous fait rire, c'est qu'on fait du désassemblage. On assemble un micro, on assemble une veste, on assemble une paire de lunettes, on assemble une voiture, on assemble une maison, on assemble une lumière, et ainsi de suite. Nous, on fait du désassemblage. Donc ça veut dire que dans les produits agricoles, c'est compliqué. Si tout le monde demain se met à manger du filet de poulet, qu'est-ce qu'on fait des cuisses? Si tout le monde se met demain à manger du haut de cuisse ou mange des wings, vous vous rendez compte qu'aujourd'hui, les wings de poulet sont plus chers que la cuisse de poulet. C'est de la folie. Parce que les gens... Bon. Donc, comme on fait du désassemblage, c'est sans arrêt des équilibres matières. Et donc, réglementer le commerce là-dessus, ça sera compliqué. Par contre, où vous pouvez aider, c'est sur l'origine France, sur la traçabilité, sur le fait, l'acceptabilité sociétale. Ça, je pense qu'il y a un vrai... En dehors des associations, des welfaristes et ainsi de suite, il y aura, par rapport à nos citoyens et consommateurs, il va falloir que le citoyen et le consommateur, ça soit le même. Il faut qu'on le rapproche. Et quand le citoyen veut et plus, et que le consommateur achète du premier prix, eh bien, je crois qu'il faut le dire honnêtement aux gens. Ensuite, en conclusion, nous ne sommes pas contre les importations. Nous sommes pour l'arrêt de l'augmentation des importations. Ça, vous l'avez bien compris. Et que si on doit passer un accord ukrainien, ben qu'on diminue le Brésil ou le Chili. Ou si et qu'on nous explique au niveau de la Commission européenne, ou tout du moins qu'on nous explique au niveau du ministère de l'Agriculture, qu'on nous explique à l'Élysée. Je comprends quand le président Macron dit à certains moments il y a un intérêt supérieur par rapport... Je veux bien le comprendre, mais qu'on nous explique pourquoi et qu'on nous dise comment. Et puis, dernier point que je veux vous dire, c'est que le temps agricole et agroalimentaire est un temps long. Ce n'est pas le même temps que les médias et tout. Et que quand on met une production en place, on la met pour 1 an et demi, 2 ans, 3 ans. Et on ne peut pas dire demain, allez, stop, tout le monde arrête et on repart dans un autre sens. Voilà, c'est simplement ce que je vais vous dire en conclusion. Et merci de nous avoir écoutés avec attention. Merci messieurs, et vous aurez le temps de rejoindre la gare Montparnasse en temps et en heure. Merci à vous. Bon appétit et on se retrouve à 14h30 pour les colloques.